sur les réfugiés juifs au XXe siècle. J'ai écrit plusieurs livres sur les réfugiés juifs dans les années 30. Ma thèse était sur les réfugiés après la guerre. Et maintenant, je me penche sur le même sujet, mais pendant la guerre. C'est un nouveau sujet, en fait, pour moi, parce que je ne suis pas chercheur sur la Shoah, je suis un chercheur sur les réfugiés, et en particulier sur les réfugiés juifs. Je vais commencer, c'est un peu grand, c'est un peu gros, c'est normal que ce soit aussi gros. Je pensais que ça serait un peu plus petit, mais bon. Donc voici. Donc, quelques renseignements me concernant. J'ai fait un PowerPoint. Vous voyez ici la phrase. Donc, c'est une fuite d'une ville occidentale jusqu'au désert occidental. Et en fait, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est mon étonnement, mon propre étonnement à moi. Quelqu'un m'a demandé quelque chose? On me pose une question. OK. Oh yeah, you have to look at me. Ah oui, il faut que vous me regardiez. Et puis que, ben voilà, vous ne savez pas. Alors voilà. Alors, vous connaissez tous cette histoire, Casablanca, 1942. Je ne veux pas parler du film, mais quand même, au début du film, on voit le trajet pour s'échapper. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En fait, on voit au début les réfugiés qui partent de Paris et qui vont à Marseille et ils ratent le bateau pour Oran. Et donc, en prenant le train, par la suite, ils vont à Casablanca. Donc, tout ça pour dire que ça se passe dans le contexte des réfugiés qui s'échappent, qui essayent de partir d'Europe, qui cherchent la liberté, mais en passant par la France. Donc, le port de Casablanca est vu comme un espoir de liberté et les concentrations, les camps de concentration au Maroc sont cités dans le film. Voilà ici un peu le début de ma recherche. Je suis donc des Pays-Bas, je crois que je suis la seule néerlandaise et ici, en tous les cas, je suis la seule qui fait des recherches sur ce sujet et je crois que je suis une des rares personnes qui fait des recherches sur les réfugiés aux Pays-Bas et sur les réfugiés juifs. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et c'est pour moi un honneur d'être devant vous, d'avoir été invitée pour vous dire quelques mots sur mes recherches. Et merci à Ram Sadoun et aux organisateurs de ce colloque. My motivation, yes. Alors, ma motivation, mes motivations. Donc, je suis allée à une exposition aux Pays-Bas sur le Maroc. J'avais un certain nombre de questions qui étaient restées en suspens. Je ne savais pas comment y répondre. J'ai parlé avec certains Marocains de ces questions. Et puis, j'ai décidé de faire des recherches sur Internet. Bon, je suis aux Pays-Bas, donc je ne peux pas aller au Maroc. C'était plus simple. Et c'est pour ça que cette recherche s'est surtout faite sur Internet, parce que ça m'a permis de travailler de chez moi, de mon bureau. Voilà. Donc, j'ai découvert tel quel. C'est un hebdomadaire marocain qui date de 2007. Moi, je l'ai découvert en 2011. Donc, c'était une édition sur les camps de concentration au Maroc. En lisant cette édition spéciale, ma première pensée a été celle-ci, qui est importante. Alors, c'est pourquoi des Juifs européens ont-ils été internés dans des camps au Maroc, dans la mesure où les Juifs marocains n'ont pas été déportés vers les camps de concentration marocains ou européens. Donc ça, c'est ma question de départ. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Mais ma motivation, comme j'ai déjà dit, bon, voilà. Alors, les camps au Maroc.
Donc c'est une carte qui vient de l'édition de l'hebdomadaire tel quel. Donc il n'y en a que certains ici, parce qu'en réalité il y en avait 35. À l'est, on voit les camps, ce sont les camps de travail dont Michal vous a parlé. Au milieu, Sedat par exemple, et Fink Ben Salah. Donc, comme je disais, je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais donc à l'est, on voit surtout les camps à l'est et plutôt de l'autre côté, vers l'ouest. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais ce sont plutôt les camps pour les réfugiés. Mais je voulais juste vous montrer cette carte de façon à ce que vous ayez une idée de la géographie du Maroc et d'où se trouvaient les camps. Michal vous a déjà parlé de cela un peu. Donc on a deux types de réfugiés. Bien entendu, on pourrait le débat continue à ce sujet, mais moi je dirais qu'il y a les légionnaires qu'on appelle aussi EVDG, les engagés volontaires durée de la guerre. Bon, je trouve que le terme français est très clair, c'est qu'ils étaient engagés pour la guerre, c'est-à-dire qu'ils devaient continuer à travailler pendant la guerre. Vous allez comprendre pourquoi, tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc, j'ai marqué sur la diapositive « anciens réfugiés » parce que, attendez, j'ai écrit tout ça, attendez. Donc, pendant les années 30, beaucoup de Juifs venant d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Tchécoslovaquie se sont enfuis vers la France de façon à échapper aux horreurs du nazisme. À la fin des années 30, les Juifs, les hommes avaient le choix entre être admis de manière involontaire dans un camp ou de partir de manière volontaire dans la Légion française. La plupart d'entre eux ont choisi de s'engager sous le drapeau français. Après l'armistice de juin 1940 et la formation du gouvernement de Vichy, les anciens réfugiés juifs ne pouvaient pas être démobilisés, bien qu'ils étaient déchargés de leurs obligations militaires. Ils n'étaient pas libres parce que la guerre n'était pas terminée. C'est ça que ça veut dire, durée de la guerre. Donc, les autorités françaises ont décidé de les employer en tant que civils dans les sociétés en Afrique du Nord. Ils se sont retrouvés dans des camps de travail en Algérie et dans l'est du Maroc, où ils ont été forcés de travailler sur la ligne ferroviaire transsaharienne, qui était un grand projet prestigieux du gouvernement français. Mais ce n'était pas seulement à l'est du Maroc, mais également à l'intérieur du Maroc qu'ils étaient forcés de travailler sur des ouvrages publics. Par exemple, certains d'entre eux ont dû travailler sur un énorme barrage à Imfout. Alors, à droite, ce sont les nouveaux réfugiés civils. Ils sont arrivés après la chute de la France en 1940. Il y avait différents types de camps d'internement. Je vous en dirai plus tout à l'heure. La plupart de ces réfugiés civils ont été envoyés directement dans les camps. Alors, diapositive suivante. Donc, les faits concernant les camps, Michal vous en a déjà paré en partie. Les chiffres, ils ne sont pas clairs, on ne sait pas combien il y en avait, combien il y avait de personnes. Elle nous a parlé au début de septembre, en juin, en juillet. On pensait qu'il y avait 3500 personnes, si je me souviens bien, qui sont arrivées au Maroc, et par la suite, on parle de 10 000, mais on peut penser que c'est au moins 10 000 et peut-être même plus. Peut-être que ça, c'est pour le nombre de réfugiés. Et en ce qui concerne le nombre de camps, il y en avait à peu près 35. Le type de personnes, c'était en dehors des Juifs, c'était des réfugiés politiques, des républicains espagnols, des Italiens, également des prisonniers de guerre. Il y a beaucoup de Norvégiens, des marins norvégiens qui n'étaient pas séparés, qui étaient séparés des Juifs, sur le plan interprète, mais je vous en dirai plus tout à l'heure.
Alors, il y avait également donc les réfugiés civils qui étaient en transit, qui ont pu partir après quelques mois, quelques années, et puis les EVDG, les légionnaires qui ont été libérés après novembre 42 avec un peu de retard. Beaucoup donc de décès parce que la chaleur était terrible. Non, revenez en arrière s'il vous plaît. Donc la chaleur était terrible, les maladies, mauvais traitements, etc. Et il y a eu beaucoup donc de morts. Ils ont été enterrés là-bas, pas tous, hein, bien entendu, mais beaucoup ont été enterrés dans le désert. Michel, allez-y, merci. Ma recherche et les cours que je fais à ce sujet. Ma recherche, c'est que je voudrais donc découvrir les histoires du passage des Juifs européens réfugiés au Maroc, de leur arrivée à leur départ, et je donc me concentre sur la période qu'ils ont passée dans les camps et la raison pour laquelle ils se sont retrouvés en détention. Donc, dans mon exposé d'aujourd'hui, je vais décrire les camps, les raisons pour lesquelles ils étaient internés, et puis la libération après novembre 42. Alors, commençons par Bouarfa. Un exemple, vous l'avez vu sur la carte. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on voit Bouarfa? Bouarfa, voyez, c'est à l'est. Bouarfa, vous voyez? Et par la suite, l'autre camp dont je vais parler, il se trouve également à l'est. Autre chose dont je voulais vous parler, un autre camp qui est connu parce qu'il y avait surtout des Juifs, c'est Berken. C'est le deuxième, il y a Djerada. Mais donc comme ça maintenant vous savez que ce sont les deux dont je voulais vous parler. All the labor camps housed European Jews from the French Foreign Legion. Alors, il y avait, comme je le disais, donc des réfugiés, mais également des légionnaires français et puis également des criminels marocains. Il y avait également des prisonniers de guerre, donc comme je vous l'ai dit, des marins norvégiens et des réfugiés politiques et autres, des républicains espagnols, comme je l'ai dit, qui ont tous été internés dans ces camps. Donc vous voyez une photo sur la droite. Les réfugiés, les autres personnes internées dormaient dans ces tentes à droite. Et sur la photo en bas, vous les voyez en train de travailler sur la route ferroviaire transsaharienne. Comment? Continuez. Avancer, c'est ça que vous me dites? D'accord, c'est simplement un exemple. La situation dans tous les camps, vous pouvez lire sur la diapositive. Donc, nourriture déficiente, très peu d'eau, très chaud, très froid. Donc, il n'y avait pas de bâtiment. Dans ce cas-là, il y avait des tentes, mais dans d'autres camps, il y avait quand même des bâtiments ou tout simplement un trou dans le désert. Il fallait travailler de 10 à 12 heures par jour. Beaucoup de maladies, diphtérie, dysenterie. Et puis, punition pour les plus petites erreurs. Donc l'exemple ici, c'est Bouarfa. Je vais vous dire l'histoire d'un républicain espagnol que j'ai trouvé sur Internet. Vous voyez l'adresse en bas. C'est donc le fils du républicain espagnol Rodriguez qui nous raconte les histoires qu'il a entendues de la part de son père concernant les conditions de vie dans le camp de Bouarfa. Donc, je cite, ce camp était un camp de tentes dans lesquelles dormaient 8 à 10 personnes. Ils travaillaient sur la voie ferrée avec des
appels et chaque fois qu'il y avait une tempête de sable, il fallait tout recommencer. Ils avaient le droit à une boîte de sardines pour 5 personnes et ils avaient le droit à 1/5 d'un pain pour le tremper dans l'huile de la boîte de sardines. Mais la miche de pain était très vieille, elle était dure et elle était verte à l'intérieur. Ils avaient 2 litres d'eau par jour pour boire et pour se laver. Les repas consistaient de pois chiches et d'haricots. Pour avoir une meilleure alimentation, ils marchandaient avec les bédouins qui étaient toujours autour du camp pour obtenir des œufs et des dattes. De cette manière, ça leur a permis de survivre, mais beaucoup n'ont pas survécu, sont morts et ont été enterrés dans le sable. Après le débarquement des forces alliées en novembre 1942, les Espagnols ont été libérés. Et au cours de ce mois-là, les organisations internationales ont dénombré 818 personnes au camp de Bouarfa, 694 étaient espagnols, 124 étaient des juifs et d'autres personnes, ce qui veut dire que dans ce camp, il n'y avait pas beaucoup de juifs, mais la situation est la même pour l'ensemble. Les conditions étaient les mêmes pour l'ensemble des camps. Ici, les hommes, les juifs, alors on les appelle les Aïm Bagin Bakar en arabe, en espérant que ma prononciation est correcte. On a ici le témoignage d'un interné, Maurice Tondowski, qui a donné un entretien pour le projet sur les entretiens et il explique que en 1940, il y avait 1500 personnes. Mais les rapports des organisations internationales de l'époque, de 1942, eux parlent de 400 juifs. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils se sont déplacés vers d'autres camps? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé aux autres. Peut-être que les chiffres ne sont pas les bons d'ailleurs. La vie à Bergant, c'est un peu comme dans l'autre camp, et d'ailleurs dans tous les camps. Mais ce qui est le plus important pour ce qui est de ce camp-là, c'est qu'il fallait faire un trou dans le sol du désert pour pouvoir dormir après la journée de travail. J'ai pris cette photo ici. Je ne sais pas où c'est. Il n'y a pas de bâtiment. Donc, je ne sais pas où il est, le camp. Je n'ai pas pu le trouver. J'ai pris cette photo parce que j'ai trouvé qu'elle était belle et j'ai voulu la mettre dans mon PowerPoint. Non, bien entendu, ce n'est pas si agréable que ça, mais j'ai trouvé que, bon, voilà, ça vous donnait un peu une idée. Donc, alors, conditions terribles, chaleur, la nuit très froid, chaleur le jour, très froid la nuit, alimentation très mauvaise, presque pas d'eau, les maladies, malaria, diphtérie, dysenterie. Ce que je voulais dire, en fait, à ce sujet, c'était de se poser la question, est-ce que ce camp était pire que les autres parce qu'il n'y avait que des juifs? Est-ce que les autorités françaises et les gardes, qui étaient parfois des arabes, les ont traités différemment que les autres internés du camp? Je n'ai pas en fait la réponse à cette question. Je ne sais pas. À Berkent, il y avait également des prisonniers de guerre norvégiens qui travaillaient sur la voie ferroviaire transsaharienne qui étaient séparés des Juifs. Donc, j'ai trouvé une description de ce camp, quelqu'un qui parlait du camp comme étant le pire du camp, où il fallait dormir dehors. Mais il y avait des différences entre ceux qui dormaient dehors et ceux qui dormaient dans les tentes, parce que ceux qui dormaient dans les tentes pouvaient passer des bonnes soirées en chantant, mais d'autres décrivent le travail qu'il fallait accomplir comme étant impossible à supporter pour des Blancs. Certains Norvégiens racontent qu'ils ont rencontré, c'est un Norvégien qui raconte dans son journal qu'il a vu arriver plusieurs centaines de Juifs qui rentraient du travail. Il a dit qu'ils étaient dans un état terrible, affamés, malades, ils avaient porté des haillons. Il nous racontait des histoires horribles sur le traitement qu'ils avaient subi dans le camp. Ils n'avaient pas besoin de nous le dire, d'ailleurs, de toute façon, ça suffisait.
il suffisait de les voir pour comprendre ce qu'ils avaient vécu. Alors ici, la route, la voie ferrée transsaharienne, aujourd'hui, actuellement, comme on peut en fait faire une sorte de voyage touristique grâce à cette voie ferrée. Il y a une petite brochure qui explique et qui dit que c'est comme un rêve, que c'est comme un conte de fées. Et pour moi, c'est assez... c'est très difficile parce qu'ils disent que ce sont des paysages qui sont vierges. C'est un choc de voir comment c'est maintenant parce qu'on voit que cette voie ferrée existe, mais c'est pour les touristes. Donc on peut traverser, mais c'est surtout utilisé par les touristes. Les réfugiés civils. Alors les chiffres, plus de 10 000. Ce qui est intéressant, et je n'ai pas jusqu'à maintenant trouvé de source, seul Michel Abitbol parle du passage de la traversée qui était possible en 1940 et qui est interdite à partir de juin-juillet 1942, ce qui fait qu'il ne pouvait donc plus quitter la France ni quitter le Maroc. J'ai demandé au mémorial de la Shoah s'ils ont des sources à ce sujet, mais est-ce qu'il faut que je termine? Il faut que... 8 minutes? OK. The numbers. Alors, les chiffres. Michel les a déjà donnés. C'est important de voir que la traversée était autorisée en 1940, donc ils pouvaient venir. Et puis en juin-juillet 1942, c'est devenu interdit. Donc ça, c'était le point important de ma diapositive. Maintenant, les camps. Les réfugiés civils, bon, jusqu'à maintenant, je vais les appeler à partir de maintenant uniquement les réfugiés. Lorsqu'ils sont arrivés en grand nombre, en convoi, par bateau, ils ont été internés directement dans les camps. C'est ce que nous a dit la recherche, en tous les cas, tout ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Je vais vous parler de Sidi El Yachi, Ouzem et Casablanca et l'hôtel Luna Park. Ça, c'est important, c'est un point sur lequel je voudrais vous parler. L'interprète n'entend pas ce que dit la personne qui est dans le public. Vous étiez à... Ça m'intéresse en fait parce qu'en fait il y a très peu d'éléments connus sur les réfugiés civils. Bon, il y avait les anciens réfugiés qui étaient sur ceux qui sont allés dans les camps à l'est. Il y a plus de données, mais pour les autres, non. Alors, que pouvait-il faire? Personne ne savait qu'ils allaient atterrir dans des camps. Ils étaient intimidés, fouillés. La plupart d'entre eux étaient des réfugiés légaux avec des visas. Donc la question que je pose, c'est pourquoi ont-ils été internés? Ça, c'est la grande question que je me pose. Sidi El Ayachi. C'est à côté de Hassamour. J'ai pris cette photo. Je ne savais pas qu'il y avait une ville de Sidi El Ayachi. C'est soit en fait à droite ou à gauche de la photo. Je n'ai pas trouvé où était vraiment le camp. C'était quelque part là. Donc c'est un camp de réfugiés, Sidi El Ayachi, pour les réfugiés, qui consistait en 15 bâtiments pour les différents groupes. Il y avait des barrières et du fil de fer barbelé autour du camp. C'était un camp donc avec un régime strict. Il fallait demander la permission pour pouvoir quitter du camp. Mais c'était quand même le meilleur de tous les camps. Dans ce camp, comme vous pouvez le voir, ici sur la diapositive, il y avait des réfugiés juifs, mais d'autres types de réfugiés. Et
les marins norvégiens y étaient également. Ici, j'ai comparé les histoires racontées par deux garçons, Jon, un marin norvégien, et puis ici, un juif allemand de 11 ans. Le marin norvégien a beaucoup raconté sur son histoire, sur la période qu'il a passée au camp de Sidi El-Yashi. C'est pour ça que je sais beaucoup, de choses à ce sujet. Le problème pour moi en tant qu'historien, c'est pour ça que j'ai montré en fait les deux histoires en parallèle, c'est que les marins norvégiens, c'était pour lui la première fois qu'il était confronté à un problème. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il était interné. Donc pour lui, ça a été un choc. Alors que le jeune garçon allemand, pour lui, c'était normal. Il était à Gurch, il avait subi les pogroms. Donc pour lui, il avait vécu ça toute sa vie. Ce qui fait qu'il n'a pas dit beaucoup aux gens qui ont fait les interviews Spielberg. Donc bon, j'ai fait ces recherches grâce à ces interviews. Il a dit oui, c'était bien, ça n'avait rien à voir avec Auschwitz. Donc ça, c'est le problème de ma recherche. C'est comment est-ce que je peux trouver des gens qui peuvent me raconter leurs histoires. Vous? D'accord. Mais c'est un problème. En fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des pages et des pages. Là, je vous parle de Jon. Donc, il était à Sidi El-Yashi, et après, il s'est déplacé. Il marchandait avec des Arabes, là, ce n'était pas des Bédouins. Il décrit également le camp à l'intérieur. Il a dit que c'était toujours de la soupe de lentilles marocaines. Il parlait des leçons de langue qui lui étaient données par des femmes juives. Et puis les problèmes quotidiens et les histoires d'amour entre les Juifs et les Arabes. Et puis avec les marins, et puis le soir, passer à jouer aux échecs, les jeux de poker et même les balles. Ici, autre chose, Wedzem, ce qui est important ici, c'est l'histoire de cette personne qui a à présent 86 ans. Donc, elle s'appelle Lily Joseph. Je l'ai contactée par la suite. Je l'ai contactée grâce à Internet parce qu'elle est sur Facebook. Sur cette photo, c'est intéressant. Comment? Oui. Alors, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet il y a 4 semaines. Ici, c'est au Maroc, on voit un homme. Je ne connais pas le mot en anglais, c'est quelqu'un qui collectionne les cartes postales au Maroc. J'ai trouvé ça donc par la suite. Je l'ai envoyé à Lily Joseph en Amérique, à Los Angeles, et je lui ai demandé c'est le camp dans lequel vous étiez. Elle m'a répondu oui. Donc j'ai la confirmation, c'est ce camp, et je l'ai mis sur la diapositive, et elle m'a dit j'étais là. Mes parents, les Juifs, étaient dans ce bâtiment. Je vais vous... Combien me reste-t-il de minutes? Il m'en reste 4. C'est pas juste. Les autres ont eu beaucoup plus de temps. Sophia? C'est pas juste. 4. Bon. Cette histoire me semble importante, donc je vais vous la raconter. Je vais vous raconter son histoire comme elle l'a racontée à la Fondation Spielberg en mai 41. Ici, c'est moi qui la raconte l'histoire, c'est pas elle qui la raconte comme ça. Elle a embarqué sur une goélette, la goélette Wyoming, avec ses parents à Marseille, avec 800 réfugiés à bord. La destination était les États-Unis, en passant par Casablanca. Tout d'abord, les réfugiés étaient extrêmement
vraiment soulagés puisqu'ils avaient enfin quitté l'Europe. Mais leurs espoirs d'avenir ont été brisés rapidement. Pendant des jours, la Wyoming était ancrée dans le port de Casablanca. À un moment, elle a reçu l'autorisation de partir, mais quelques heures plus tard, les nazis français et allemands ont arrêté le bateau pour le ramener à Casablanca. Les réfugiés ont dû quitter le bateau, leurs noms ont été notés, leurs visas ont été annulés et ils ont été entièrement expropriés. Ils ont été rangés en ligne, en rang, avec des soldats, des tirailleurs sénégalais qui étaient armés de baïonnettes, qui leur ont ordonné de monter dans un train qui les a amenés à 300 milles à l'intérieur du pays jusqu'au camp de Ouedzem. On leur a dit qu'ils étaient coupables d'avoir volé des bijoux et qu'ils étaient punis pour leurs crimes. Leur enterrement au camp de Ouedzem a été un cauchemar. Le camp était très sécurisé, très loin au Maroc. Il faisait extrêmement chaud. Il y avait des toits en métal. La température ne redescendait jamais. Il y avait des rats partout. Les réfugiés vivaient avec les Arabes, les hommes et les femmes. Il n'y avait pas de bâtiments séparés. Les gens mouraient de malaria, de diphtérie, de dysenterie. Les conditions de vie étaient terribles. Grâce à Lily Joseph, les réfugiés juifs ont pu réussir à tous sortir du camp quelques mois plus tard. En fait, elle était secrétaire à l'hôpital du camp et elle s'entendait très bien avec son supérieur français. Elle lui a dit qu'il n'était que des réfugiés, qui ne faisaient que traverser le pays et pas les voleurs qu'ils étaient accusés d'être. Il l'a cru et il lui a permis d'envoyer des télégrammes à des parents aux États-Unis pour leur expliquer où ils étaient. Rapidement, des organisations internationales de réfugiés les ont aidés et quelques mois plus tard, les réfugiés ont été ramenés à Casablanca. Ils sont montés à bord du navire Guinée et emmenés à Ellis Island et à New York, où ils sont arrivés en août 1941. Je ne sais pas si vous avez des... Comment on appelle ça? Des... Onderscheiding? Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Onderscheiding. If she is recognized by the Yad Vashem with an... How do you say that? Je ne sais pas si elle a reçu une décoration. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en anglais en fait. Mais voilà ici l'histoire de Lily Joseph. Grâce à Lily Joseph, les autres réfugiés, je pense qu'il faut qu'elle reçoive une décoration. Parce que les réfugiés ont été libérés grâce à elle. Non, Jewish. Juif. Yes, Jewish. Did I forgot to tell you? Est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oh, I'm sorry. J'ai oublié de vous dire. Oh, I thought it was oui. Je pensais que c'était clair. Oui, non, elle est juive, effectivement. C'est une juive. I have a lot. No, not a lot. Because next is coming Casablanca. Alors, je vais quand même vous parler de la diapositive suivante parce que ça parle de Ain Saba à Casablanca. Qu'est-ce que vous dites, extraordinaire? I tell you. Alors. Ain Saba, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Je vais demander, en fait, j'ai posé des questions sur Internet. J'ai contacté Ronald Beres. Il est en mauvaise santé, il ne peut pas voir les photos, il n'a pas pu me répondre. Donc ça, c'est le Luna Park où les réfugiés civils ont été internés. La raison pour laquelle ils ont été internés, c'est que les autorités marocaines ont décidé que le nombre de réfugiés était devenu trop important. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la diapositive suivante. Je ne sais pas comment faire autrement. Donc ça, c'était une question, c'était pourquoi ont-ils été internés? Et j'ai trouvé une décision. Et je voudrais... donc j'ai trouvé la décision qui était fondée sur un daïr marocain du 2 janvier 1940. Pendant longtemps, j'étais fascinée par la question du rôle du sultan Mohamed V qui était
en charge aux côtés des Français. Mais au départ, en fait, j'ai été un peu trompée par le travail de l'historien Hirschberg qui a écrit dans son livre Une histoire des Juifs en Afrique du Nord en 1981, qui disait que ce décret visait les musulmans communistes anti-français et les étrangers, surtout les Juifs étrangers qui cherchaient un refuge au Maroc. Et je me suis dit, est-ce que le sultan Mohamed V a pu signer un décret qui avait pour but l'internement des Juifs étrangers? Mohamed V est connu et reconnu pour son attitude envers les Juifs marocains. Il les a protégés grâce à ces mots très connus, leur disant que tous les Marocains, y compris les Juifs, étaient ses enfants. Donc après avoir consulté le docteur Haïm Sadoun et le professeur Jamar Baïda, j'ai décidé de trouver le texte original du Daïr et bien entendu, j'ai pu le trouver. Donc on parle ici, on ne voit pas écrit juif et d'après Sadoun et Baïda, je cite, la liberté d'action de Mohamed V était très limitée. Le gouvernement de Vichy contrôlait le Maroc. Les nazis français et non pas Mohamed V contrôlait les affaires étrangères qui se trouvaient en dehors de la souveraineté du sultan. Le sultan du Maroc ne disposait plus que d'un espace limité pour gérer les affaires internes. Mais la question demeure tout de même, qui est une question intéressante, quel est le rôle de Mohamed V, qui est certainement une question qui restera sans réponse. Mais il y a une autre question que j'aimerais résoudre, c'est comment ce décret Vichy marocain, quel est son rapport avec la déclaration du gouvernement de Vichy en novembre 1940, disant qu'il n'allait pas s'opposer à l'immigration des Juifs. Alors comment lier ces deux choses? Vous pouvez passer à la diapositive suivante. J'avais d'autres choses à dire. Les raisons pour lesquelles les réfugiés légaux ont été internés. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, à Ouedzem, on avait dit qu'ils avaient volé des bijoux. À Casablanca, on a dit que la ville était... il y avait trop de monde dans la ville. Pour une autre personne, il est arrivé 14 jours trop tard, il fallait qu'il aille s'enregistrer à la police. Il est arrivé un peu en retard, donc il a été envoyé directement dans un camp où tout d'un coup la police pourrait arriver. Autre chose, d'autres raisons, c'est l'objet actuel de mes recherches. Mais je crois que je suis loin d'en avoir terminé. Alors, je vais vous parler rapidement de ce qui s'est passé après novembre 42. Michal, s'il vous plaît. Après novembre 42, les réfugiés et les légionnaires n'ont pas été libérés immédiatement. C'est important de dire que les camps sont restés sous le contrôle des Français et s'est posé le problème des réfugiés et légionnaires des pays de l'Axe. Est-ce que je peux lire? Vous me permettez de lire cela, juste ce petit bout-là? Vous pouviez résumer, pas besoin de lire, et pour conclure, parce qu'il reste encore une communication, ça veut dire une autre demi-heure. Et si on veut faire, parce que c'est tellement passionnant et ça prête à un riche débat, et je ne voudrais pas frustrer l'assistance. Il faudrait qu'il y ait un débat. Donc si vous pouviez conclure, vous avez donné beaucoup d'exemples qui, en fait, on ne peut pas être exhaustif. Oui, okay. But this part is perhaps difficult for me to shorten because it's full of. I told you not. The camps remained in use, and the situation after November 42. Après novembre 42, la situation des réfugiés et des légionnaires s'est même détériorée. Il y a des rapports de l'époque montrant que les 6 camps avaient toujours 2100
internés. Donc ça, c'était un gros problème, grosse difficulté à être libérés. Les hommes qui étaient dans les camps ont fini par perdre espoir et pensaient qu'ils ne seraient pas libérés. La dégradation de la situation dans les camps était difficile pour les réfugiés qui venaient, les gens qui venaient de l'Axe. Le problème, c'est que les forces françaises ont dit aux internés que s'ils ne rejoignaient pas la Liaison étrangère, ils seraient dénoncés aux Américains comme étant fascistes et que les Américains n'emploieraient jamais quelqu'un qui était citoyen d'un pays de l'Axe. Les autorités françaises à Rabat ont donné aux Américains un argument supplémentaire en leur disant que les camps étaient remplis au moins au 5e par des communistes et des rouges. Les camps n'ont pas été fermés officiellement avant le 28 avril 1943 et par la suite, il y avait toujours de nombreuses personnes qui étaient internées. Vous allez pouvoir passer à la diapositive suivante. J'ai ici 2 exemples. No, it's too much. Ça fait trop? Okay, then the last one. Alors le dernier. C'est un camp de discipline qui est également à l'est.